Le soir tombait sur Lyon, enveloppant le quartier populaire d'une lumière douce et fatiguée, la même qui semblait émaner de l'appartement de Julien. C était un petit espace, propre et méticuleusement rangé, mais où chaque meuble, chaque fissure dans le mur, racontait une histoire d'usure et de patience. Sur une étagère, les coûteux livres de médecine de Chloé trônaient comme des trophées, tandis que derrière la porte, les uniformes de livreurs et de serveurs de Julien étaient suspendus, témoins silencieux de ses doubles journées de travail. L'air était chargé d'un espoir qui avait trop longtemps lutté, le souffle court d'un marathon de 5 ans qui touchait à sa fin. Ce soir-là, Julien rentrait, épuisé mais le cœur léger, tenant dans sa main calleuse une unique rose rouge, un modeste hommage pour célébrer le triomphe de celle qu'il aimait plus que tout. En poussant la porte, il la vit. Chloé se tenait au milieu du salon, mais elle semblait déjà ailleurs, une silhouette étrangère dans le décor de leur vie commune. Elle portait une robe élégante, d'un bleu nuit, qui absorbait la faible lumière de la pièce, et sa posture était droite, presque rigide, détonnant violemment avec le canapé affaissé et la petite table basse qu'ils avaient chinée ensemble. Son visage, habituellement ouvert et rêveur, était fermé, sculpté dans une expression froide qu'il ne lui avait jamais connue. Il n'y avait aucune trace de elle, étudiante reconnaissante qui l'avait soutenue. Seulement une femme ambitieuse, prête à s'envoler. La rose dans la main de Julien lui parut soudain lourde et ridicule, un vestige d'un monde qui n'existait déjà plus. Le silence entre eux était un gouffre, et il sentit un frisson glacial parcourir son échine. Elle ne l'invita pas à la fête de remise des diplômes. Les mots ne furent pas nécessaires pour qu'il le comprenne. Son regard distant suffisait. Puis, sa voix, calme et tranchante comme une lame de chirurgien, brisa le silence. « Je suis médecin, maintenant, Julien. » Chaque syllabe était parfaitement articulée, dénuée de toute émotion, comme si elle récitait un diagnostic. Elle fit une pause, le laissant absorber le poids de cette nouvelle identité. Nos mondes ne sont plus compatibles. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse voler à ma hauteur. La phrase le frappa en pleine poitrine, lui coupant le souffle. Ce N n'était pas une rupture, C était une condamnation, une annulation brutale de chaque sacrifice, de chaque nuit blanche passée à travailler pour qu'elle puisse atteindre ce sommet d'où elle le regardait maintenant de haut. La rose glissa de ses doigts tremblants et tomba sur le lino usé avec un bruit mat et dérisoire. C était le son de 5 années de sa vie s'écrasant au sol. Il la regarda, espérant voir une lueur de regret, un vestige de la femme qu'il avait aimée, mais il ne trouva qu'une détermination polie et implacable. Elle prit son sac à main posé sur la commode, ajusta sa robe et se dirigea vers la porte sans un regard en arrière. Le clic de la serrure résonna dans l'appartement vide comme le point final de son existence. Julien resta immobile. Un fantôme dans le mausolée de ses propres espoirs. Elle écho de ses paroles cruelles tournant en boucle dans sa tête. Il n'était plus le pilier de son succès, juste la première marche d'une échelle qu'elle venait de repousser du pied. Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur lui, chaque objet familier devenu un monument à son échec. Julien resta figé un long moment. Elle écho du clic de la serrure résonnant encore dans le silence. Il se pencha lentement, ses articulations craquant sous le poids d'une fatigue qui n'était plus seulement physique, et ramassa la rose écrasée. Ses pétales, d'un rouge profond, semblaient saigner sur le lino pâle, une métaphore trop évidente de son propre cœur. Il la porta à son nez, mais ne sentit rien d'autre que l'odeur de la poussière et des rêves fanés. L'espoir qui avait meublé cet espace pendant 5 ans, était évaporé en quelques secondes, ne laissant derrière lui qu'un vide glacial et la certitude poignante de sa propre naïveté. Il n'était plus rien, juste le gardien d'un musée de souvenirs douloureux. Son esprit, cherchant refuge, s'échappa vers le passé, vers le tout premier jour dans ce même appartement. Ils étaient des plus jeunes, leurs visages marqués non pas par la fatigue, mais par l'excitation. Il n'y avait presque pas de meubles, juste quelques cartons et un matelas posé à même le sol.
Il se souvint du rire de Chloé, un son cristallin qui remplissait la pièce vide, alors qu'elle traçait avec son doigt sur la vitre sale les mots « cabinet du docteur Chloé Martin ». Il l'avait prise dans ses bras, sentant la fragilité de ses os et l'immensité de son ambition. « Je ferai tout ce qu'il faut, Chloé, tout. Tu l'auras, ton cabinet », lui avait-il murmuré à l'oreille. C était une promesse, un serment scellé non pas avec de l'encre, mais avec chaque goutte de sa sueur future. Il se rappela aussi les moments de doute, bien plus nombreux que les éclats de rire. Une nuit d'hiver, il l'avait trouvé en larmes sur le sol de la cuisine, un livre d'anatomie ouvert à ses pieds, après l'annonce des résultats d'un examen crucial qu'elle avait raté de peu. Elle parlait d'abandonner, de ne pas être à la hauteur. Il s'était assis à côté d'elle, l'avait enveloppée dans une couverture et lui avait parlé pendant des heures, non pas avec de grands mots, mais avec une certitude calme et inébranlable en elle. Le lendemain, il avait pris un 3e travail de nuit, des remplacements dans un entrepôt glacial, pour payer des cours de soutien privés. Il lui avait dit que C était une prime inattendue. Le mensonge était son plus grand acte d'amour, un bouclier pour protéger son rêve fragile. Revenant brutalement au présent, la douleur de ce souvenir le transperça. La femme qui l'avait consolé cette nuit-là et la femme qui venait de le rayer de sa vie ne pouvaient pas être la même personne. Il s'affaissa sur le canapé usé, l'endroit même où ils avaient passé tant de soirées à réviser, elle récitant des termes médicaux complexes pendant qu'il massait ses pieds endoloris. Chaque parcelle de cet appartement était imprégnée d'elle, de son parfum, de sa présence. Il se sentait effacé, comme s'il n'avait jamais été qu'une fonction, un outil dont on n'avait plus besoin. Les 5 dernières années de sa vie, chaque double journée, chaque week-end sacrifié, tout cela venait d'être réduit à une simple transaction dont il était le seul à ne pas avoir compris les termes. C'est dans ces abîmes de solitude, quand le monde continue de tourner alors que le vôtre s'est arrêté, que l'injustice frappe le plus fort. Une vie entière de dévouement peut être balayée par quelques mots cruels, laissant une cicatrice invisible que personne d'autre ne peut voir. Si ce sentiment de trahison résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre abonnement à notre chaîne est un geste de soutien qui nous permet de continuer à partager ces récits, à donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence et qui cherchent la force de se reconstruire. Il se souvint alors des avertissements de sa propre famille. Sa mère, avec sa douceur inquiète, lui avait dit un jour « Julien, mon fils, tu te donnes corps et âme pour son rêve, mais a-t-elle encore de la place pour toi dans ce futur qu'elle imagine ?» Son père, plus direct, avait grommelé que l'amour ne payait pas les factures et qu'il sacrifiait sa propre jeunesse pour une incertitude. Il avait défendu Chloé avec véhémence, accusant les siens de cynisme, aveuglé par un amour qu'il croyait invincible. Aujourd'hui, leurs paroles lui revenaient en pleine face, non plus comme des critiques, mais comme des prophéties qu'il avait refusé de voir. L'humiliation était double, celle infligée par Chloé et celle de sa propre crédulité. Les jours qui suivirent furent un long tunnel sans lumière. Il continua son travail de livreur, un automate sur son scooter, le vent froid sur son visage, étant la seule chose qui lui rappelait qu'il était encore en vie. Chaque rue, chaque bâtiment ravivait un souvenir. Le petit restaurant où ils avaient célébré sa première année de fac, le parc où ils s'embrassaient après ses gardes épuisantes. Il évitait son téléphone, terrifié à l'idée de tomber sur une photo d'elle, souriante, dans sa nouvelle vie, une vie qu'il avait financée, mais dont il était banni. Le monde numérique, autrefois un lien, était devenu un champ de mines émotionnelles. La tentation de regarder était une torture, un besoin masochiste de confirmer sa propre insignifiance. L'appartement devint le reflet de son âme. Une fine couche de poussière recouvrit les meubles. La vaisselle sale s'accumula dans l'évier et l'air devint lourd, chargé de regrets. Les livres de médecine de Chloé, toujours sur l'étagère, le narguaient comme des trophées d'une guerre qu'il avait perdue. Il se sentait vidé, utilisé, comme une coque vide jetée après usage.
La phrase « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse voler à ma hauteur » tournait en boucle dans son esprit. Elle ne l'avait jamais vu comme un partenaire, mais comme un propulseur. Une fois en orbite, elle avait largué le poids mort. Cette prise de conscience était plus douloureuse que la rupture elle-même. C était la négation de tout ce qu'il avait cru être. Un matin, après une autre nuit sans sommeil, il se traîna jusqu'à la salle de bain. La lumière blafarde du néon révéla un étranger dans le miroir fissuré. Des cernes sombres creusaient ses yeux, sa barbe était négligée, et ses épaules étaient voûtées sous un poids invisible. C était le visage de la défaite, le masque d'un homme qui avait renoncé. Il fixa ce reflet pendant un long moment, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit autre chose que de la tristesse. Une étincelle, une colère froide, pure et tranchante, qui naissait dans les profondeurs de son être. Ce haine n'était pas un feu de paille, mais la lueur d'une forge qui se rallumait. C'est souvent au point le plus bas que l'on trouve une raison de se battre. Ce moment où le désespoir devient si intolérable qu'il se transforme en carburant. C'est un tournant silencieux, une décision intime de refuser d'être une victime de son propre récit. En vous abonnant, vous nous donnez les moyens de continuer à explorer ces instants de résilience humaine, ces moments cruciaux où une personne décide de transformer ses plus grandes blessures en sa plus grande force. Votre soutien nous est précieux pour raconter ces histoires de renaissance. Cette colère nouvelle était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Elle n'était pas dirigée contre Chloé, pas entièrement. Elle était dirigée contre l'homme dans le miroir. L'homme qui avait permis que son identité tout entière soit absorbée par quelqu'un d'autre. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle l'avait jugé. Elle l'avait regardé et n'avait vu qu'un livreur, un serveur, une simple échelle. Elle n'avait pas vu la discipline, la résilience, la capacité de sacrifice surhumaine. Une pensée unique, claire comme du cristal, s'imposa à lui et balaya tout le reste. Elle me croyait limitée à ce rôle. Je vais lui montrer l'ampleur de l'homme qu'elle a décidé de ne pas voir. Ce haine était plus une question de vengeance, mais de réclamation. Il quitta la salle de bain, le dos plus droit, le regard durci. Son premier geste fut d'aller vers la bibliothèque. Il prit chaque livre de médecine, un par un, et les empila méticuleusement dans un carton vide. Il ne les jeta pas avec rage. Il les rangea avec le soin d'un archiviste qui classe une période révolue de l'histoire. Il y ajouta les quelques photos qui restaient, les cartes postales, les petits souvenirs. Puis, il scella la boîte avec du ruban adhésif. Ce haine n'était pas un acte pour l'oublier, mais un acte pour se souvenir de qui il ne voulait plus jamais être. Il ne détruisait pas son passé, il le mettait à sa place. Les années s'étaient écoulées, agissant non pas comme un baume, mais comme une forge. Le petit appartement de Lyon nain était plus qu'un souvenir lointain. Une chrysalide dont Julien S. était extrait. Il se tenait maintenant dans son bureau au sommet d'une tour de verre, un espace minimaliste où chaque meuble était une déclaration de clarté et de contrôle. La baie vitrée offrait une vue panoramique sur la ville qui étendait à ses pieds, un territoire qu'il avait conquis non par la force, mais par une discipline de fer. Il était le PDG de J-Express, une entreprise de logistique qu'il avait bâtie à partir de rien, et avec la même énergie inépuisable qu'il avait autrefois consacrée au rêve d'une autre. Sa secrétaire annonça par l'interphone une visite inattendue. Le nom résonna dans le silence feutré de la pièce, un écho d'un autre temps. Chloé Martin. Julien ne tressaillit pas. Il se contenta de redresser le dos, le regard fixé sur l'horizon. Prêt. Elle entra, et le contraste entre la femme qu'il avait connue et celle qui se tenait devant lui était saisissant. L'ambition froide avait fait place à une lassitude visible, une élégance fragile qui ne parvenait pas à masquer les fines lignes de déception autour de ses yeux. Son succès, si durement acquis sur le dos de son sacrifice à lui, ne semblait pas lui avoir apporté la plénitude espérée. Elle balaya la pièce du regard, ses yeux s'attardant sur la vue, sur le nom de l'entreprise gravé sur une plaque de verre, sur l'homme calme et maître de lui qui lui faisait face. Sa voix,
Autrefois si tranchante, était maintenant hésitante. Elle parla de sa carrière, de sa solitude, des regrets qui la hantaient. Puis, les mots qu'il avait à la fois craints et attendus pendant des années furent prononcés. Elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. C'était une confession, une tentative de réécrire l'histoire, une demande de pardon qui arrivait bien trop tard. Julien, elle, écouta jusqu'au bout. Son visage une toile vierge, impénétrable. La tempête de rage et de douleur qui avait failli le noyer des années plus tôt s'était apaisée pour laisser place à un calme profond, presque océanique. Quand elle eut fini, il la regarda, non pas l'étudiante qu'il avait aimée ou la femme qu'il avait brisée, mais une étrangère portant un visage familier. Sa voix était posée, dénuée de toute trace d'amertume. « Chloé, je ne te déteste pas, au contraire. Tu m'as donné l'impulsion dont j'avais besoin pour découvrir qui j'y étais sans toi. Le Julien que tu as quitté est mort ce soir-là. Et pour ça, je t'en suis reconnaissant. » Chaque mot était une pierre scellant la porte de leur passé. Il ne la repoussait pas avec colère, mais avec la paix d'un homme qui avait trouvé son propre continent, un monde où elle n'avait tout simplement plus sa place. Abasourdie, elle le fixa, cherchant une fissure dans son armure de sérénité. Elle s'attendait à des reproches, à une vengeance savourée, pas à cette gratitude désarmante. C'est alors que Julien fit un geste qui acheva de la déposséder de son propre récit. Il se tourna vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une brochure élégante qu'il fit glisser vers elle sur la surface laquée. Le titre était simple et puissant. La Bourse Avenir J Express. Il n'eut pas besoin de longs discours. Sa voix resta calme, mais elle vibrait désormais d'une passion qu'elle ne lui avait jamais connue. J'ai créé ça pour que plus personne n'ait à renoncer à soi-même pour réaliser le rêve d'un autre. Il avait pris la plus grande injustice de sa vie et l'avait transformée en une mission, une promesse faite à des centaines de jeunes qu'il ne connaîtrait jamais. Elle comprit alors la véritable nature de sa défaite. Ce haine n'était pas son succès matériel qui la diminuait, mais la noblesse de son âme. Il avait transformé sa douleur personnelle en un but collectif, une victoire silencieuse et bien plus éclatante que n'importe quelle revanche. Elle se leva, les mots lui manquant, le poids de ce qu'elle avait perdu elle, écrasant enfin. Elle quitta le bureau sans un regard en arrière, non pas par fierté, mais par pure humiliation. Julien, lui, ne la regarda pas partir. Il était retourné vers la fenêtre, contemplant la ville qui était désormais la sienne. Il était libre. C'est en trouvant un sens plus grand que soi que l'on guérit les blessures les plus profondes. Si vous croyez au pouvoir de la transformation, votre soutien en vous abonnant nous aide à continuer de partager ces témoignages, à prouver que même des cendres peut naître un héritage. Après son départ, Julien ne ressentit ni la jubilation de la victoire, ni le frisson de la vengeance. Il ressentit une paix profonde, un silence intérieur qu'il n'avait pas connu depuis des années. La ville, qui étendait sous ses yeux, n'était plus un champ de bataille à conquérir pour prouver sa valeur, mais un écosystème de vies et de rêves dont il faisait désormais partie intégrante. Plus tard dans la soirée, il appela sa mère. Il n'eut pas besoin de lui raconter la rencontre, elle sentit le changement dans sa voix. Pour la première fois, il entendit dans la sienne une fierté pure, non pas pour la tour de verre ou le succès financier, mais pour l'homme qu'il était devenu, celui qui avait su transformer le plomb de l'humiliation en or de la générosité. Leurs anciennes craintes étaient dissipées, remplacées par une admiration sans borne pour sa force tranquille. La blessure familiale qu'il avait lui-même creusée en défendant son amour aveugle était enfin refermée, et le lien était plus fort que jamais. Quelques mois plus tard, il rencontra Élise. Leur histoire ne commença pas dans le faste d'un gala d'entreprise, mais dans la simplicité d'une association de quartier où il donnait de son temps. Elle était architecte, une femme qui comprenait l'importance de construire sur des fondations saines. Contrairement à Chloé, elle ne fut pas éblouie par son succès, mais fascinée par son parcours. Elle aimait écouter l'histoire de ses débuts, non comme un conte tragique, mais comme la genèse de l'homme qu'elle apprenait à connaître.
Un soir, elle prit ses mains entre les siennes, traçant du doigt les lignes où les anciennes callosités de livreur avaient presque disparu. Elle ne voyait pas un passé à effacer, mais les marques d'une résilience qui forçait le respect. Avec elle, Julien découvrit un amour qui n'était pas un sacrifice, mais un partenariat. Une construction mutuelle où chacun célébrait la force de l'autre, sans jamais chercher à l'éclipser. Le programme de bourse devint, l'âme de son entreprise, bien plus qu'une simple initiative philanthropique. Le mur de son bureau, autrefois vide et impersonnel, était désormais couvert de dizaines de portraits de jeunes diplômés, chacun accompagné d'une lettre de remerciement manuscrite. Il lisait chaque mot, chaque histoire de famille modeste, de rêves immenses et de doutes surmontés. Il se reconnaissait en eux. Plusieurs fois par an, il organisait des rencontres, non pas en tant que PDG distant, mais en tant que mentor qui avait parcouru le même chemin. Il leur racontait son histoire, sans nommer Chloé, mais en parlant de la douleur comme d'un carburant. Il leur expliquait que la plus grande réussite n'était pas de ne jamais tomber, mais de se servir des débris de la chute pour construire quelque chose de plus solide et de plus grand que soi. Son héritage ne se mesurait plus en parts de marché, mais en nombre de futurs qu'il avait aidé à bâtir. 5 ans plus tard, Julien se tenait sur l'estrade d'une université, non pas pour recevoir un prix, mais pour en remettre un. Était la cérémonie de remise des diplômes pour la 5e promotion de boursiers de sa fondation. Dans la salle, les visages rayonnaient d'un espoir contagieux. Une jeune femme, la première ingénieure de sa famille, lui serra la main, les larmes aux yeux, murmurant un « merci » qui valait plus que tous les contrats du monde. Au premier rang, Élise lui sourit, leur petit garçon endormi sur ses genoux. En regardant cette assemblée, il comprit la véritable nature de sa victoire. Elle ne résidait pas dans le fait d'avoir prouvé à Chloé qu'elle avait eu tort, mais dans la création de ce cercle vertueux de réussite et de gratitude. Sa vie, autrefois brisée par un amour qui prenait tout, était maintenant pleine d'un amour qui donnait tout. Si vous aussi, vous pensez que les plus grandes blessures peuvent donner naissance aux plus beaux héritages, votre abonnement nous donne la force de continuer à partager ces histoires qui le prouvent.